Vous parlez de l'Europe. L'Europe semblait déjà aux prises avec un certain marasme économique, se sont pesés depuis quoi, une décennie ou un peu plus. Comment dire quel sera l'impact de ce nouveau monde? Comment est-ce que l'Europe peut gérer ce qui semble être, j'ai envie de dire, une fin de mondialisation heureuse, ou du moins certains l'ont nommé comme tel? Comment est-ce que l'Europe peut reprendre la croissance économique dans un tel contexte où on semble être en pleine guerre commerciale, même avec des alliés aussi proches que les Américains? Oui, c'est extrêmement compliqué. Et l'Europe est un sujet de grande préoccupation euh, parce que l'Europe a bénéficié de la protection militaire américaine, essentiellement l'Allemagne, hein, qui, comme on le sait, était démilitarisée après la Seconde Guerre mondiale. Cette même Allemagne a profité de marchés d'exportation en Chine dans le domaine économique, a profité d'une monnaie grâce à l'euro qui était relativement faible. Et donc aujourd'hui est confronté à un choc économique très négatif, d'autant plus que l'Allemagne a bénéficié du gaz russe qui était peu onéreux pendant longtemps. Donc tous les paramètres, on va dire, qui favorisaient l'Allemagne, qui est quand même la première économie européenne, se sont renversés dans un sens négatif. L'Europe a un déficit en matière d'innovation très important. Et quand on voit les plans qui ont été développés, on a quasiment en 2 ans une succession de 3 plans, mais chaque plan nouveau remplace le précédent. D'abord, on a parlé d'un Green Deal, qui a rapidement été abandonné quand Trump a accédé au pouvoir aux États-Unis pour la seconde fois. Et puis on a parlé du rapport Draghi. Donc Mario Draghi, c'était l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Il était après président du Conseil italien. Il a établi un rapport important disant que l'Europe était face à une lente agonie, une lente mort, et qu'il fallait absolument innover. Et il avait pour ça imaginé des investissements de l'ordre de 800 milliards d'euros, disons 800 milliards de dollars américains par an pendant 10 ans, ce qui est absolument gigantesque, ce qui aurait fait la moitié du PIB européen. Mais aujourd'hui, ce plan est infinançable et on doit financer un réarmement militaire. On parle maintenant d'un montant global de réarmement d'à peu près 800 milliards sur 4 ans. Donc l'Europe je veux dire, étranglée par ces contraintes, que ce soit en matière industrielle, en matière manufacturière, en matière énergétique et bien sûr maintenant en matière militaire. Et donc ça veut dire que la pression sur le marché des capitaux européens va fortement augmenter, puisqu'il va falloir emprunter beaucoup d'argent sur les marchés financiers. L'Allemagne elle-même a décidé d'abandonner son orthodoxie budgétaire qui date quasiment des années 40. Et donc, on a immédiatement vu depuis quelques jours une augmentation des taux d'intérêt sur l'euro, ce qui veut dire que quand les taux d'intérêt montent, le coût du capital augmente. Et donc, pour le secteur privé, ce n'est pas bon, puisque ça veut dire que la rentabilité baisse. Et donc, vous avez aussi mentionné que vous soupçonnez qu'il y aura moins de bouteilles de champagne ouvertes lors des célébrations de fin d'année 2025 dans les grands sièges sociaux européens. Et pourquoi? Mais parce que je pense que c'est un petit mot d'humour, mais j'ai eu pendant moi maintenant, mais un sentiment extrêmement étrange en Europe, c'est qu'alors qu'on voyait bien que l'Europe était en déclassement permanent, tout allait bien. L'économie semblait aller bien. L'économie a surmonté le Covid parce qu'il y a eu une dépense publique absolument gigantesque. Mais j'ai été frappé par le fait qu'en fin d'année, dans des grandes institutions, effectivement, on sabrait le champagne et qu'on fêtait la fin d'année comme étant une année de bénéfices records. Je crois que cette année-ci va être très, très, très compliquée. On est qu'au mois de mars, mais on voit déjà qu'après 2 mois, l'espérance de l'année a quasiment disparu et qu'on va devoir rentrer dans un contexte militaire tout à fait inattendu. Il faut savoir que cette surprise militaire, qui aurait peut-être dû être prévue d'ailleurs, n'étonne pas ma génération. Ma génération a dû faire son service militaire jusque dans les années 90. Moi, je suis moi-même officier de réserve. Mais la jeune génération n'a aucune conscience d'une remilitarisation. J'ai une fille moi-même qui a 24 ans. Je pense que si je lui parle de service militaire, elle ne comprendra même pas ce que je veux dire. Donc il y a, je pense, une prise de conscience morale et économique qui va être extrêmement brutale en Europe dans les prochains mois. Vous avez parlé d'innovation en ce qui a trait à l'Europe. La plupart des analystes parlent aussi là, de ce retard en termes d'innovation en Europe. Qu'est-ce qui explique ce retard? Et au-delà du plan Draghi, est-ce que les Européens peuvent réellement espérer rattraper les États-Unis et même la Chine jusqu'à un certain point technologiquement parlant? Oui, c'est très troublant. Il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent expliquer ce retard d'innovation. D'abord, l'Europe n'est pas un marché unifié. Et les politiques industrielles ont toujours été nationales, donc il y a une concurrence entre les pays qui a toujours été mise en œuvre. Mais quand on fait une introspection plus profonde,
on constate que finalement, la prise de risque, l'entrepreneuriat, a toujours été contrarié en Europe par rapport aux États-Unis. Et on peut trouver des causes extrêmement anciennes d'ailleurs à cette réalité. Les États-Unis sont un pays d'essence protestante, comme je le disais, calviniste. Et chez les calvinistes, il y a cette notion de prédestination, c'est-à-dire qu'on doit trouver le chemin d'élection divine. Et un des signes d'avoir trouvé le chemin que Dieu avait prévu pour l'homme, c'est l'enrichissement, ce qui a conduit d'ailleurs à la décomplexation par rapport à l'argent. En Europe, le rapport à l'argent est tout à fait différent. Gagner de l'argent a pendant été très longtemps suspect. Et en Europe, contrairement aux États-Unis, on fait une grande distinction entre ce qu'on appelle la recherche appliquée et la recherche fondamentale. Ce ne trouvent pas les Américains. Quand on voit Musk, Tesla, on voit en fait finalement que quelqu'un peut devenir riche de son innovation, ce qui a toujours été considéré comme étant, comme je le disais, un peu suspect en Europe. Et donc l'innovation a été trop vite assimilée à un esprit commerçant, à un esprit mercantile. Donc impur, on va dire, au regard des valeurs morales un peu rigoristes. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent jouer. Le fait de ne pas avoir eu une monnaie commune pendant très longtemps, d'avoir eu des secteurs concurrents, comme je le disais, dans différents domaines, comme dans le domaine automobile, de ne pas avoir créé de réseau entre les entreprises technologiques. Il faut se souvenir que les premiers téléphones cellulaires viennent d'Europe. C'était Nokia, Ericsson, et puis c'est devenu Apple et Samsung, bien sûr, le coréen. Et donc l'Europe a eu une capacité d'innovation, mais n'a jamais réussi à prolonger cette innovation dans quelque chose de dominant au niveau international. Quel avenir pour l'euro, la devise, dans un tel contexte? L'euro est une monnaie qui sera toujours sous-optimale parce qu'elle est, on va dire, le point de rencontre de pays aux dynamiques extrêmement différentes. Et l'euro avait été fondé sur l'idée que les facteurs de production, dont le travail, allaient bouger de pays en pays comme ils peuvent le faire d'État en État aux États-Unis. Et donc en fait, il allait avoir une fluidité du capital et du travail qui allait permettre d'adapter les pays les uns aux autres à la monnaie commune. Ça ne s'est pas passé pour différentes raisons, parce que nous parlons des langues différentes, parce que les typologies industrielles sont tout à fait diverses. Et donc, et en plus, les politiques d'endettement public ont été aussi très très différentes. Il faut savoir que la France, par exemple, a un endettement public qui est le double de celui de l'Allemagne. Ça peut changer dans le futur, mais c'est important. Et donc, l'euro est une monnaie qui sera toujours sous-optimale. Mais j'ai envie de dire, heureusement qu'on a l'euro maintenant, malgré tous ses défauts et ses vices de fabrication, parce qu'on voit que des pays se distancient, s'écartent de l'homogénéité politique européenne. Je pense par exemple à la Hongrie, mais je pense aussi à la Pologne, à la Tchéquie, à la Slovaquie et aussi à l'Italie. Et donc l'euro est encore le ciment commun de l'Union européenne, en tout cas, enfin, sachant que toute l'Union européenne n'est pas dans la zone euro. Mais je crois que si un jour il y avait un écartèlement très brutal, que je n'anticipe pas, de l'Union européenne, l'euro serait à risque, il y aurait une fragmentation monétaire. Mais on n'en est pas là, heureusement, et l'euro reste sans doute un des socles les plus importants de la zone. Celui-ci n'est pas menacé, vous dites, d'après vous? Parce que, bien sûr, quand Meloni est entrée au pouvoir en Italie, je crois que dans ses positions antérieures, elle avait déjà mentionné qu'elle espérait sortir de la zone euro. On peut penser en France au Rassemblement national, Marine Le Pen, qui à une certaine époque voulait sortir de l'euro. Je crois qu'elle a changé de position depuis. Donc certains craignaient pour l'avenir de l'euro, mais à votre avis, ça devrait rester. Écoutez, j'ai moi-même été très sceptique et j'y ai consacré plusieurs ouvrages académiques. Mais je crois que la plupart des pays qui veulent sortir de l'euro auraient dû le faire très rapidement après sa création. On est quasiment un quart de siècle plus tard. Et aujourd'hui, l'interpénétration monétaire des banques, des circuits financiers est telle que ça devient très très difficile, voire quasiment techniquement impossible. Et j'ai le sentiment qu'il y a quand même une prise de conscience que si un pays sortait de l'euro, ce pays serait anéanti par une vague d'inflation importée. Parce que sortir de l'euro n'a qu'un objectif, c'est affaiblir sa monnaie. Donc avec une monnaie faible, on importe immédiatement de l'inflation. Et sachant que comme les économies européennes sont très 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 entremêlées, cette inflation importée apparaîtrait immédiatement. Donc l'idée aurait pu paraître aussi séduisante au début de la création de l'euro, mais chaque jour qui passe renforce la cohésion de la monnaie commune.